éducation. Hop, c'est bon. Donc, éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale chez Sol. Et je suis aujourd'hui accompagnée donc de Audrey, qui est codirectrice chez Sol et chargée de programmes et de projets internationaux, et de Sabine Delcourt, qui est animatrice à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie. Donc les CIVAM qui sont des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc merci à toutes les deux d'être présentes. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, cette année, on a repris la coordination des deux festivals alimentaires et du Festival des Solidarités chez Sol. Euh, le Festival des Solidarités a cette année pour focus la souveraineté alimentaire, ce qui regroupe assez bien donc, avec la thématique du festival alimentaire. Ça nous semblait donc assez important d'accompagner les organisateurs de ces deux festivals à bien prendre en main cette thématique pour que derrière vous puissiez animer vos événements auprès du grand public voilà, en étant plus à l'aise et en ayant toutes les clés en main. Donc là, pendant les 2 heures qu'on a, on va vous représenter un peu donc qui on est, Sol, représenter un peu le festival alimentaire aussi pour ceux qui participent dans le cadre du Festival des Solidarités et représenter le Festival des Solidarités. Ensuite, je laisserai la parole à Audrey, qui apportera des éléments de contexte et des éléments de définition sur les enjeux de la souveraineté alimentaire, donc du local à l'international. Ensuite, c'est donc Sabine qui interviendra pour témoigner sur le rôle et les leviers d'action qu'ont les organisations paysannes sur le terrain. Donc avec le cas ici de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie. Après, on aura un temps donc d'échange, de questions-réponses où là, si jamais vous avez des retours à nous faire ou des retours d'expérience sur des animations que vous avez déjà pu faire sur la thématique, bah, enfin, la parole sera à vous. Et enfin, on a capitalisé sur les ressources et les outils d'animation qui existent sur la thématique de l'agriculture et de l'alimentation. Et on vous présentera tout ça avec Audrey. Donc pour commencer, SOL est une organisation de solidarité internationale qui a été créée en 1980 à Toulouse, donc qui a 43 ans, et qui soutient le développement de l'agroécologie paysanne. Et donc pour ce faire, on a différentes actions. Donc on va mener des projets en France et à l'international avec des organisations locales. De par ces différents projets, on commence à avoir pas mal de personnes dans notre réseau. Donc, on va aussi mettre toutes ces personnes en relation, donc les acteurs et les actrices de la transition donc agroécologique. On a aussi des actions de plaidoyer, de dialogue donc avec les pouvoirs publics via différents collectifs dont on fait partie ou qu'on anime. Et enfin, on a des actions de sensibilisation des citoyens et des citoyennes à travers donc nos actions d'EXI, qui est l'éducation à la solidarité et à à la citoyenneté et solidarité internationale. Donc l'EXI chez Sol, on a des actions en France où on va participer à des événements ou créer nos propres événements. Donc soit on va intervenir via des conférences ou via des animations. Et pour les animations, on va se baser sur des outils pédagogiques qui ont été créés au sein de l'association. Donc ça va aller de la bande dessinée au film documentaire. Et tous ces outils ont été créés à partir des projets qui sont menés par l'association et avec les différents témoignages aussi de nos partenaires. Donc c'est comme ça qu'on fait aussi de l'EXI à l'international en s'appuyant sur nos différents partenaires pour créer nos outils pédagogiques, mais aussi pour les diffuser. Donc on a des outils qui sont traduits dans différentes langues pour être diffusés dans des pays comme au Sénégal ou en Inde par exemple. Et en Occitanie, nos actions d'EXI, donc ça va être d'intervenir dans des lycées à travers le programme des tandems solidaires, par exemple, donc pour parler d'agriculture paysanne avec les lycéens et les lycéennes. Et ça va aussi se matérialiser par la coordination
des deux festivals, donc le Festival des Solidarités et le Festival alimentaire. Donc, ces deux festivals de mobilisation citoyenne se déroulent à peu près sur la même période. Donc, c'est très bientôt pour le festival alimentaire, comme ça débute le 15 octobre. Donc, je vais commencer par le festival alimentaire, qui dure un mois et demi, donc du 15 octobre au 30 novembre, qui a pour objectif de sensibiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux agricoles et alimentaires, à travers notamment des projections de films documentaires qui vont être suivis d'un débat ou de différentes animations qui peuvent aller jusqu'à la visite de ferme, par exemple. Pour donner des petits chiffres, en 2022, sur la partie ouest de l'Occitanie, parce que, ah oui, on coordonne la partie ouest de l'Occitanie et c'est l'association La Fibala qui coordonne l'autre partie, donc la partie est de l'Occitanie. Et donc en 2022, il y a eu donc sur la partie ouest 175 projections qui ont été organisées par une quarantaine d'acteurs différents. Et il y a eu à peu près 70 projections qui ont été organisées en milieu scolaire et 30% auprès du grand public. Et donc on coordonne aussi donc là sur toute la région le Festival des Solidarités, donc qui se déroule pendant 2 semaines, du 17 novembre au 3 décembre, et qui a lui pour objectif donc de sensibiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux de solidarité internationale à travers des animations diverses et variées. Et cette année, le focus, c'est la souveraineté alimentaire, voilà, qui regroupe assez bien, comme je disais, avec le festival alimentaire. Et pour le festival des solidarités, donc là, c'est des collectifs donc, qui peuvent être composés donc, d'associations, de citoyens, citoyennes, de collectivités, qui vont ensemble organiser une multitude d'événements sur une période donnée. Donc là, l'année dernière, il me semble que c'était à peu près 125 animations et événements qui ont été organisés par une centaine d'acteurs et qui a ramené quand même 3400 participants et participantes dans la région. Et donc, je vous ai mis en bas aussi le lien de la page Facebook qui a été créée pour communiquer sur les deux festivals. Donc, n'hésitez pas à aller suivre cette page et à nous identifier aussi quand vous communiquez sur les animations que vous pourrez organiser pendant ces deux temps forts pour qu'on puisse repartager et avoir un plus large impact. Donc, je vais laisser maintenant, après cette petite introduction, la parole à Audrey, qui va vous introduire la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Perrine. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Perrine, moi, je suis co-directrice donc, chez Sol Alternative Agroécologique et Solidaire, et plus particulièrement en charge de la coordination de nos activités à l'international, notamment en Inde et au Sénégal, et de nos activités d'éducation et de mobilisation citoyenne. Du coup, pour introduire un petit peu ce concept de souveraineté alimentaire, alors je pense que dans la salle virtuelle dans laquelle nous sommes, j'imagine qu'il y a des niveaux de connaissances assez variés sur ce concept-là. Donc l'idée, c'est de faire là un petit peu une introduction un peu globale pour juste replacer quelques éléments de définition. Et pour démarrer, du coup, on voulait vous proposer un petit sondage que je vais ouvrir ici pour vous demander, selon vous, combien de personnes souffrent encore de la faim dans le monde en 2022. Donc là, ben, on vous laisse proposer voilà, une réponse. Vous avez le sondage qui s'affiche normalement sur votre écran et vous pouvez du coup cliquer sur la réponse qui vous paraît la plus cohérente face à cette question. Donc je laisse quelques secondes, le temps que tout le monde puisse répondre. Voilà, et donc ben, j'ai mis fin au sondage, je vous partage les résultats. Donc il semble y avoir un consensus autour du chiffre de 800 millions. Et donc on va voir ensemble la réponse. Donc, en 2022, la réponse est de 735 millions de personnes, soit 9,2% de la population mondiale, qui ont souffert de faim chronique. Alors, c'est pas 800 millions, mais 800 millions, c'est en effet le chiffre qui est souvent encore largement relayé.
c'est le chiffre d'un précédent état de la faim et de la sécurité alimentaire dans le monde de la FAO qui a été très souvent utilisé. Donc, il faut savoir que c'est un chiffre qui reste dans l'ordre de grandeur, mais que d'après le dernier rapport qui avait été fait par la FAO, on était à 735 millions. Il faut savoir que c'est un chiffre qui actuellement augmente, malheureusement, avec un pourcentage qui était à 7,9% en 2019 et qui est aujourd'hui de 9,2%. Un autre chiffre qui est intéressant à avoir en tête, c'est que sur ces 735 millions de personnes, aujourd'hui, 80% de ces personnes sont des personnes vivant en milieu rural et qui dépendent notamment comme moyen de subsistance de l'agriculture, de l'élevage ou encore de la pêche. Donc c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la faim, c'est-à-dire produire de la nourriture et ne pas pouvoir se nourrir suffisamment. Face à ça, il est intéressant de savoir un petit peu comment on en est arrivé là. Souvent, on va nous dire c'est peut-être une question de disponibilité alimentaire. Pas forcément, avant de revenir, je reviens juste sur la slide précédente, Perry, avant de passer à la suivante. Là, c'est pas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une question de disponibilité alimentaire. On va voir les facteurs d'insécurité alimentaire juste après, parce que depuis 30 ans, on a une disponibilité qui excède les besoins. Et donc, on va voir qu'il y a des causes multiples et interdépendantes face à cette insécurité alimentaire et une question à laquelle on va essayer de contribuer à répondre aujourd'hui dans cet atelier, dans cette formation, c'est aussi comment construire du coup des modèles agricoles et alimentaires plus justes et plus durables qui permettent d'assurer une alimentation saine et suffisante pour tous et toutes. Donc, avant d'arriver à la question de la souveraineté alimentaire, on voulait vous introduire la notion de sécurité alimentaire. Donc, la notion de sécurité alimentaire, c'est une notion qui est apparue dans les années 70 dans un contexte de flambée des prix des céréales sur les marchés internationaux liés à une succession de mauvaises récoltes au niveau mondial, de diminution de stocks et des hausses du prix du pétrole qui a mené à certaines crises de la faim et de forte insécurité alimentaire au niveau international. Et donc, il y a cette définition qui a été définie donc en 1996 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui définit la sécurité alimentaire comme l'accès de tous les individus d'une population à une alimentation de qualité et en quantité suffisante. Elle repose communément cette sécurité sur 4 piliers. La question de l'accès, c'est-à-dire la capacité, soit si on est producteur, de produire sa propre alimentation et donc de disposer des moyens pour le faire, ou si on n'est pas producteur, d'être en capacité d'acheter, de se fournir en nourriture et donc de disposer d'un pouvoir d'achat et des moyens suffisants pour le faire. Le deuxième pilier, c'est la question de la disponibilité. Ce n'est pas tout d'avoir accès à la nourriture, il faut aussi qu'elle soit disponible en quantité suffisante. Le troisième pilier, c'est la question de la qualité, donc à la fois des aliments et des régimes alimentaires d'un point de vue nutritionnel, sanitaire, mais aussi social et culturel. Et le quatrième pilier, c'est la question de la stabilité. C'est-à-dire, il faut qu'on ait accès à une alimentation en quantité et en qualité suffisante, mais qui soit aussi stable dans le temps, avec des prix, par exemple, d'accès qui ne varient pas exagérément et qui ne remettent pas en question l'accessibilité à l'alimentation. Donc voilà pour la définition de la sécurité alimentaire. Cette sécurité alimentaire, aujourd'hui, comme on l'a vu, elle n'est pas assurée à l'échelle mondiale et on va avoir différents facteurs qui vont être des causes d'insécurité alimentaire. Et donc là, on a voulu citer quelques exemples. Ces causes d'insécurité alimentaire, elles peuvent se situer par exemple au niveau individuel, dans le cadre d'un manque de moyens financiers, dans le cadre de problématiques de qualité et d'hygiène. Par exemple, si on n'a pas chez soi les moyens de conserver dans la durée des aliments, la question de l'isolement de l'individu dans un endroit qui est peu desservi et qui fait qu'autour de chez soi, on a peu accès à une alimentation suffisante. La question de l'indisponibilité aussi de terres agricoles ou de moyens de production
pour l'individu qui peut être remis en cause aussi suite à un choc externe ou par exemple une problématique d'accaparement des terres ou de choc climatique qui va faire que du jour au lendemain, par exemple, un producteur se retrouve sans les moyens disponibles pour assurer la production de son alimentation. Ça, c'est plutôt de l'ordre au niveau individuel, même si c'est lié évidemment au contexte. Et il va y avoir des éléments, des facteurs qui vont se situer plutôt au niveau des infrastructures. Par exemple, dans le cadre d'un manque d'infrastructures capables de distribuer des aliments sains en quantité suffisante du fait de diverses raisons, ou par exemple de manque de moyens de transport disponibles pour aller vers ces infrastructures. On va avoir aussi des facteurs externes, comme je le disais, avec la question de l'impact des changements climatiques et de la pollution, notamment sur les circuits alimentaires, mais aussi la question de la fluctuation des prix des denrées au niveau mondial et local, notamment de chocs externes ou de pratiques spéculatives sur notre alimentation, qui fait qu'on a des prix qui vont varier dans la durée. Donc ça, c'est pas du tout une liste exhaustive, c'est un exemple de facteurs qui peuvent être à la racine de situations d'insécurité alimentaire. En parallèle de cette définition de la sécurité alimentaire, pour en arriver au concept de souveraineté alimentaire, on pensait intéressant le fait de aussi présenter la question de l'industrialisation des systèmes agricoles. Donc il faut savoir que depuis les années 50, on a un processus d'industrialisation de nos systèmes agricoles qui est en œuvre dans le monde, qui est souvent appelé dans certains pays révolution verte, et qui repose sur une spécialisation et une uniformisation des fermes avec un triptyque notamment de mécanisation, d'utilisation d'intrants de synthèse et de semences industrielles, mais aussi du coup de mise en place de systèmes de monoculture. Cette révolution verte, ce système d'industrialisation des systèmes agricoles, elle s'est faite à géométrie variable, suivant les pays et dans des temporalités différentes. On voit, suivant les pays, énormément de nuances et de diversité en fonction des territoires en termes d'impact de ce processus d'industrialisation. Et du coup, en parallèle de ça, ce qu'on a vu, c'est que dans l'après-guerre, sur la seconde moitié du XXe siècle, on a une production alimentaire mondiale par habitant qui a augmenté de 25%. Donc on a une disponibilité alimentaire qui a augmenté fortement au cours de cette deuxième moitié du XXe siècle. Mais en parallèle, on a eu aussi une diminution des prix. Donc, on a eu des producteurs qui se sont retrouvés à devoir produire plus avec tout un attirail de révolution dans les campagnes, avec la mécanisation, avec des nouvelles pratiques, etc., et une transformation aussi du métier d'agriculteur, d'éleveur ou encore de pêcheur pour produire plus, mais avec des prix en face au niveau mondial. Hein, c'est une notion très, très globale qui diminuait et qui ne permettait pas du coup de suivre aussi les coûts induits par ces évolutions en termes d'industrialisation. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit qu'on a à la fois un phénomène d'augmentation de la production alimentaire et en parallèle des producteurs et productrices qui aujourd'hui sont les premières, comme on disait, victimes de la faim parce que leur situation ne s'est, alors après avec évidemment des nuances et des spécificités en fonction des pays, des territoires, mais globalement à l'échelle mondiale, la situation ne s'est quand même c'est assez peu améliorée quand on compare par rapport à d'autres secteurs. En parallèle de ça, on a eu une augmentation des échanges internationaux dans un contexte de libéralisation des échanges qui s'est fait souvent au profit des pays industrialisés. Ce qu'on a vu aussi au cours du siècle dernier, c'est une spécialisation des pays sur certains types de production, avec un encouragement pour les pays dits du Sud de se tourner vers la production de denrées pour l'exportation. C'est ainsi que on a certains pays qui se sont spécialisés, par exemple, sur la production de cacao ou de café,
qui étaient des productions dites tropicales pour être exportées vers les pays industrialisés où ils étaient ensuite et où ils sont encore transformés et commercialisés, mais avec un essentiel de la valeur ajoutée due à la commercialisation de ces produits qui a été captée par l'aval de la filière et non l'amont. Donc on a eu en parallèle de ces phénomènes-là une notion, un processus aussi de spécialisation des pays sur certaines cultures qui n'étaient pas forcément les cultures vouées à assurer la sécurité alimentaire du pays, mais plutôt pour alimenter un commerce international des denrées agricoles et alimentaires. En parallèle de ça, ce système agricole industriel, il a aussi des conséquences environnementales qu'on sait maintenant nombreuses. On parle de plus en plus de l'impact de l'agriculture industrielle sur l'érosion des sols, sur l'érosion de la biodiversité, sur la pollution de l'air et de l'eau, notamment du fait de l'utilisation massive d'intrants de synthèse, de déforestation en fonction des cultures qui sont privilégiées. Donc, on a un modèle agricole et alimentaire aujourd'hui qui est lourd en conséquences sur notre environnement, mais aussi sur les communautés rurales et sur les niveaux et moyens de vie des producteurs et des productrices. Et donc ensuite, deuxième petit sondage, je reviens à l'outil. Avec une question vrai-faux là qui vous est posée pour savoir si, selon vous, est-ce que le commerce international est forcément néfaste pour les petits producteurs? Et donc pareil, je vous laisse quelques secondes pour avoir le temps de répondre au sondage. Vers le 50-50 avec quand même plus de réponses vers le faux. Voilà, donc j'arrête le sondage ici, je vous partage les résultats. Donc 63% d'entre vous penchent pour le fait que c'est plutôt faux, que c'est pas forcément néfaste pour les petits producteurs, et 38% sur le fait que c'est plutôt vrai. Donc ça, c'est une question qui ferait l'objet d'un beau débat mouvant pour arriver à décortiquer un peu cette question et voir justement quels arguments peuvent être avancés d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'ils sont nombreux. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire ce débat-là ici, mais c'était un petit peu pour introduire du coup ce concept de souveraineté alimentaire, parce que à sa racine, c'est bien cette question-là, un petit peu de nos modèles agricoles dans un contexte d'échanges commerciaux internationaux qui est à la racine de l'émergence de ce concept. Du coup, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui est apparu dans les années 1990 face aux conséquences du modèle agricole industriel et qui a été porté par des mouvements paysans, notamment des pays du Sud, notamment d'Amérique latine, et qui a été forcément avancé sur le devant de la scène internationale par l'organisation intitulée la Via Campesina, qui est un groupement d'organisations paysannes à l'échelle internationale. Et donc la définition qui a été proposée par la Via Campesina et qui est la définition la plus communément reconnue aujourd'hui, c'est le fait que la souveraineté alimentaire désigne le droit des populations de leurs États ou unions à définir leur politique agricole et alimentaire sans effet négatif sur les populations d'autres pays. Donc la souveraineté alimentaire, c'est important de voir que ça commence par cette question du droit. C'est vraiment défendu comme étant un droit des populations de pouvoir définir leur choix de modèle agricole et alimentaire, et avec cet élément aussi important dans la définition de prise en compte des effets de notre modèle ou du modèle agricole et alimentaire promu sur les populations d'autres pays et d'autres territoires.
Donc ce concept-là, il ne s'oppose pas au commerce international, il suppose le droit de chaque pays ou groupe de pays de définir son degré d'insertion. Ah mince, merci pour la notification, j'arrête le partage du sondage. Hop. Et donc, il suppose le droit de chaque pays de définir son degré d'insertion dans le marché mondial, notamment, par exemple, bah, lorsque les conditions pédoclimatiques d'un pays ou d'un territoire ne lui permettent pas d'être totalement autosuffisant dans une production. La souveraineté alimentaire ne remet pas, voilà, n'est pas opposée au commerce international, ce que dit ce concept-là c'est l'importance d'avoir des échanges internationaux qui soient justes et équitables et qui tiennent compte de la possibilité des pays à définir son modèle agricole et alimentaire. Et du coup, ce concept-là, on peut dire qu'il est assez complémentaire du concept de sécurité alimentaire qu'on voyait au début, avec ces quatre piliers, mais il va peut-être plus loin dans le sens où il accorde aussi une importance aux conditions sociales et environnementales de la production de ces aliments. Donc, il vient compléter ce concept et ajouter toute la dimension bah, aussi politique et économique ces modèles agricoles et alimentaires pour permettre d'assurer la souveraineté alimentaire de tous. Sa réalisation à la souveraineté alimentaire, elle nécessite un engagement à toutes les échelles, ce qu'on voit déjà dans les éléments qu'on a présentés là, c'est que nos modèles agricoles et alimentaires, ça touche à beaucoup de choses, ça touche à l'environnement dont les producteurs dépendent bah, pour produire, l'accès à la terre, l'accès aux semences, l'accès à l'eau. Ça touche aussi à un modèle économique et à des services, c'est-à-dire avoir accès au financement, avoir accès aux formations nécessaires à la réalisation et à l'amélioration des conditions de production. Au niveau de la production, ça soulève aussi la question de la résilience des modes de production face au changement climatique. Peut-être qu'on en est à un stade aussi où il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on produit sur un territoire, pas seulement par rapport au modèle économique, mais aussi par rapport aux ressources du territoire et au contexte climatique dans lequel on est et dans lequel on est de plus en plus exposé chaque année. Et du coup, ça vient aussi interroger ben, qu'est-ce qu'on produit sur nos territoires et comment. Au niveau de la transformation et de la commercialisation, ça pose la question aussi de la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui, on sait, représente encore aujourd'hui plus de 30% de l'alimentation mondiale, qui est gaspillée au niveau des différents maillons de la chaîne. Ça nécessite aussi de réfléchir à la structuration de filières locales et équitables avec des équipements qui soient adaptés, une gouvernance partagée et une juste rémunération de chaque maillon de la filière si on veut s'assurer que chacun puisse assurer aussi sa sécurité alimentaire. Et au niveau de la consommation, ça nécessite par exemple d'adapter ses habitudes alimentaires en fonction des aliments qui sont disponibles localement, en fonction des saisons et ou issus d'un commerce équitable, mais qui tiennent compte aussi des spécificités socioculturelles de chacun. Donc la pleine réalisation de la souveraineté alimentaire à l'échelle mondiale, ben, ça nécessite la mobilisation, on le voit, d'un très grand ensemble d'acteurs. Ça nécessite pas seulement la mobilisation des acteurs de la filière agricole et alimentaire, ça nécessite aussi la mobilisation des collectivités et des politiques publiques et des entreprises pour que on ait un cadre favorable à cette réalisation. Et ça fait le lien avec un ensemble de secteurs qui vont au-delà de la question agricole et alimentaire, en faisant le lien avec la question de la santé et de la nutrition, par exemple, en faisant le lien avec la question de l'environnement ou des questions des politiques économiques. Donc voilà, pour conclure, l'idée, c'était de montrer un petit peu avec cette définition le fait que la souveraineté alimentaire, c'était important de le comprendre dans sa dimension
systémique et qui fasse le lien avec tous ces aspects-là. Et du coup, pour voir des exemples un petit peu concrets d'actions en faveur aussi d'une réalisation de la souveraineté alimentaire au niveau local, je vais laisser la parole du coup à Sabine. Qui va nous présenter à la suite du coup des initiatives qui sont portées aujourd'hui par la Fédération régionale des CIVAM Occitanie. Et puis, donc, à la suite de la présentation de Sabine, on prendra un tour de questions et d'échanges. Merci. Vous m'entendez? C'est bon. Donc, bonjour. Du coup, Sabine Delcourt, je suis animatrice régionale à la Fédération régionale des CIVAM Occitanie. Donc, les CIVAM Occitanie, alors, attendez, j'essaie de... Hop là. C'est un réseau régional. Euh, les CIVAM, ça vous a été présenté, c'est des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc, il faut comprendre que ce sont des groupes d'agriculteurs et de ruraux qui vont travailler de manière collective à la transition agroécologique. Donc, en fait, on se positionne en tant qu'accompagnateur et notre objectif, c'est de permettre aux acteurs de s'approprier des méthodes et ils vont co-construire ensemble leurs propres solutions en utilisant leurs propres ressources. Donc, la fédération régionale, elle existe depuis plus de 40 ans. Au national, c'est 60 ans. On est quand même un mouvement d'éducation populaire. À l'époque, c'était la Ligue de l'enseignement avec une structure associative qui travaillait en agriculture. Ça a fusionné. Et du coup, la fédération régionale, elle représente plus de 1800 membres. Euh, agriculteurs et habitants des territoires ruraux. Et il y a 29 CIVAM adhérents, vous voyez la carte. En tout, c'est présent sur 11 des 13 départements. Donc, les adhérents, ça peut être des groupements d'agriculture biologique ou des CIVAM départementaux, par exemple, ou d'autres structures qui adhèrent à la fédération. Donc, parmi les missions proposées à la Fédération régionale des CIVAM, on a l'accueil à la ferme. Donc, l'accueil à la ferme, c'est une sensibilisation à une agriculture et une alimentation durable. Donc, elle s'organise autour de deux champs. Il y a l'accueil social et l'accueil éducatif. Donc, il y a un premier champ, alors je sais plus, voilà, tac. Un premier champ, c'est offrir un champ d'expérience et de découverte aux groupes scolaires ou de loisirs. Donc, on va accueillir du public sur sa ferme en tant qu'agriculteur, agricultrice, et on va proposer des activités pédagogiques dans le but déjà de partager la passion du métier, de sensibiliser le public aux enjeux de l'agriculture et de l'alimentation. Et en fait, les fermes, c'est un support pour faire découvrir l'ensemble des productions agricoles selon les lieux et ça fait aussi découvrir on peut aussi découvrir des thèmes variés comme la saisonnalité, l'eau, l'énergie, le paysage, la biodiversité, la transformation. Et en fait, ça répond à plusieurs objectifs. Donc moi, pour me situer, le premier objectif, c'est la diversification agricole. C'est-à-dire que les agriculteurs, du coup, interviennent dans la dynamique des milieux ruraux, puisque, ils s'insèrent, ils s'ouvrent vers d'autres milieux. Ils participent à la vitalité du territoire, ils participent à des plans alimentaires territoriaux par leurs actions de sensibilisation, mais aussi par leurs valeurs portées par les CIVAM. Donc, il y a d'autres objectifs, c'est faire des choix conscients de consommation et de mobilisation. C'est-à-dire qu'en faisant rentrer les publics dans les fermes, eh ben, on les fait réfléchir et on les questionne sur le monde agricole et le rapport qu'on a avec celui-ci, donc avec tous les enjeux qui ont pu être soulignés juste auparavant. Et il y a aussi une grosse plus-value, c'est l'immersion et le contact avec le vivant et les écosystèmes. Donc, c'est un support pédagogique
très intéressant pour justement sensibiliser le public. Et l'accueil à la ferme, c'est aussi de l'accueil social dans les missions des SIVA, mais c'est dédié à des personnes qui sont en besoin d'une rupture momentanée avec le quotidien. Et là, c'est un accueil d'accompagnement. Il se fait souvent en lien avec les institutions sociales et médico-sociales. C'est des courts séjours. On a des publics variés, des mineurs, des jeunes majeurs. On a aussi des dispositifs avec la DISP. C'est des interventions dans les prisons les prisonniers qui viennent aussi dans les fermes pour justement participer à des activités liées à la ferme. Donc, donc les accueils sont variés. On a les CIVAM, du coup, on travaille beaucoup sur les postures et sur la manière dont on transmet l'information. Il faut savoir que on travaille sur des enjeux quand même très très forts, des enjeux environnementaux, des enjeux de changement climatique, de biodiversité. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment de choix de pédagogie active pour informer les gens. On n'est pas là pour culpabiliser les gens, on est là pour les informer de ce qui se passe et de travailler avec justement les publics sur les différentes méthodes pédagogiques, approches pédagogiques pour leur donner, enfin, ils arrivent avec des certaines représentations quand ils arrivent sur le monde agricole. Et en fait, on va travailler avec eux sur ces représentations, leur savoir-faire, leur savoir-être, etc. Et on va questionner et inciter les réponses grâce au public et on va favoriser justement les accueils de groupe sur de l'intelligence collective, l'intérêt collectif, etc. Et du coup, en amont, on travaille beaucoup en co-construction euh, avec les institutionnels, les prisons, etc. Sachant qu'on essaye absolument de donner une vision de projet pédagogique et non pas de sortie de fin d'année. C'est-à-dire que les enjeux sont importants et donc du coup, euh, on- on insiste sur la construction de projets pédagogiques et c'est pour ça qu'on forme les agriculteurs à toute la pédagogie active, comment on accueille le public, comment on travaille avec eux sur ces enjeux environnementaux. Donc, ils suivent des formations de 3 ou 4 jours avec des modules complémentaires pour justement travailler sur ces notions de projet pédagogique et pas juste j'accueille à la ferme une journée, ce qui est fait aussi, mais qui n'est pas forcément, ne va pas aider à la sensibilisation des publics sur un certain nombre d'enjeux. Donc, pour ce faire, pour aider les agriculteurs à travailler avec le monde institutionnel et notamment l'académie, on a mis en place, en fait, on avait une problématique, c'est que les visites de ferme, elles étaient très axées sur les productions. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était orienter les agriculteurs sur une... Enfin, les agriculteurs qui constituent les CIVAM sont des agriculteurs quand même qui sont dans la transition agroécologique. Et donc, ils ont un savoir-faire pas toujours conscient sur comment ils contribuent à une agriculture euh, qui prend en compte la durabilité des modèles. Par exemple, lors des formations, on leur dit qu'est-ce que vous faites pour la biodiversité? Ils disent ben, nous, à partir du moment où on modifie le milieu, on ne travaille pas la biodiversité. Donc, ils ont une vision peut-être un peu négative de ce qu'ils font. Et donc, il était important aussi de travailler avec ce réseau d'agriculteurs pour leur faire prendre conscience de leur façon de faire et du coup de leur façon de faire par rapport aux enjeux environnementaux. Donc, pour ce faire, en fait, on a travaillé sur un guide de réflexion autour des thématiques d'éducation à l'environnement qui leur donnait des bases. Donc, les objectifs du guide, c'était pour les porteurs de projets d'accueil, c'était d'inviter les thématiques EEDD sur les fermes pour accéder à une vision commune avec les acteurs institutionnels euh, et encourager la vision d'agriculture durable des agriculteurs en s'appropriant les thématiques sur les fermes. Donc, en fait, on va sur les fermes et on leur demande qu'est-ce que vous faites pour la thématique de l'eau, pour la thématique de la biodiversité. Et du coup, ils sont obligés un peu de creuser
Donc, par exemple, pour la thématique biodiversité, ben, ça va être la présence de différents habitats sur leur production. Et donc, ils vont avoir des mares, des haies, des prairies fleuries. Et donc, du coup, ils vont devoir prendre conscience de tout ça et se demander à quoi ça sert, pourquoi, quelles espèces, etc. Donc, ça leur ouvre vraiment la vision. Et pour les enseignants, c'est ben, la promotion de l'école dehors. On va reconnecter les compétences avec le support du vivant. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a créé des fiches et on a par compétences attendues, on a décloisonné, hein, on a pris du cycle 1 au cycle 4. On a décortiqué les documents d'accompagnement, on a essayé de relever toutes les compétences qui pouvaient être liées à l'éducation, à l'environnement et au développement durable, et on les a mis en rapprochement avec des thématiques biodiversité eau. Voilà. Oh, pardon. Et du coup, ce guide, en fait, va permettre aux enseignants aussi de s'approprier ben, les niveaux des publics accueillis. En maternelle, vous n'allez pas faire arriver une classe de maternelle en leur disant, bon, vous allez me compter les vaches jusqu'à 100 et vous allez me donner la couleur des légumes s'ils n'ont pas la compétence appropriée. Et donc, du coup, ça va être un référentiel pour les producteurs pour savoir où en sont les élèves. Et après, ils vont regarder tout ce qui peut se faire avec, en termes de savoir-être, savoir-faire, et ils vont essayer de le transposer avec les thématiques de l'EEDD. Donc ça, pour les agriculteurs, c'était très important. Donc voilà, en termes d'outils pédagogiques mis à disposition. On a aussi un autre outil qui s'appelle la mallette en quête d'agriculture, sur lesquels les agriculteurs peuvent se reposer, où ils ont des animations proposées pour justement les mettre en avant sur les fermes, ce qui évite d'être sur des postures magistrales uniquement. Et d'être en interaction avec le public et de pouvoir questionner le public justement sur tous les enjeux agricoles. Donc, il y a vraiment un gros travail au niveau de la structure pour mettre en place ce questionnement, cette posture qui fait que ben, on rentre en contact avec la citoyenneté et on les met devant tous les enjeux environnementaux. Voilà. Euh, dans, dans un autre registre, on va parler d'accessibilité alimentaire. Donc, parmi les missions portées par la Fédération régionale des CIVAM, on a fait partie d'un projet d'expérimentation territoriale de coopération pour un accès digne à une alimentation de qualité, pardon. Donc là, le constat, c'était effectivement d'interroger, de réinterroger avec la recrudescence de l'accès aux dons alimentaires après et pendant la Covid. Du coup, il y a eu un questionnement autour de ce système de dons alimentaires et du coup, il y a eu effectivement sur 4 territoires donnés en France des expérimentations pour mettre en place autre chose que ces systèmes de dons alimentaires qui étaient proposés au public avec le constat de faire choisir les publics sur les produits proposés, mais aussi augmenter la qualité de ces produits pour faire bénéficier les publics en situation de précarité autour de la qualité alimentaire. Donc, moi, je vais vous présenter. Alors, il y a eu énormément d'expérimentations qui ont été faites sur le national. Donc, j'ai un peu suivi ce qui se passait, mais je vais vous parler de ce qui se passe à Toulouse parce que je serai incapable de répondre à vos questions sur les autres territoires. Notamment, je parle de la caisse ou de la sécurité sociale de l'alimentation qui a été expérimentée sur d'autres territoires. Donc, nous, sur le territoire de Toulouse, en fait, et sur les autres territoires aussi, il faut savoir que c'était la première fois où il y avait un souci de coopération entre les acteurs. Le territoire à vivre, ça a été déjà une première chose, c'était de coopérer entre différentes têtes de réseau sur ces notions d'accessibilité alimentaire. Donc, les structures qui ont été sollicitées, c'est le Secours catholique, le réseau VRAC, qui est, qui sont des paniers d'accès à des denrées alimentaires en vrac dans les quartiers politiques de la ville. Il y a le GESMIP qui sont les associations d'épicerie sociales et solidaires.
les jardins de cocagne alimentaires, qui travaillent notamment sur la mise à disposition de paniers à prix plus intéressant pour les publics en situation de précarité. Et le réseau CIVAM était impliqué aussi dans ces expérimentations. Donc, les missions de Territoire à vivre, c'est relier les acteurs d'une alimentation digne et durable pour tous, accompagner les projets de territoire et faciliter la coopération territoriale. Bon, quand on a dit ça, sur le terrain, ça se concrétise comment? Donc, on a été formé à des outils et des démarches de mobilisation citoyenne parce que c'était vraiment, enfin, le mot d'ordre, c'était la démocratie alimentaire, c'est-à-dire comment aller chercher les publics qui sont justement en situation de précarité pour leur demander ce qu'elles voulaient, comment mettre en place les actions, quelles étaient les priorités. Ensuite, il y avait de la coopération entre les acteurs. Donc, on s'est rendu compte que, en fait, une action locale était complètement impliquée avec d'autres partenaires sur le territoire. Donc, il y avait une notion de mettre ces acteurs en coopération. Et du coup, et on participait effectivement à l'ensemble des projets. Donc, un projet qui a été expérimenté, c'était le projet Alimeco, qui est une association au départ de dons alimentaires dans les quartiers politiques de la ville de Toulouse, quartier de Bagatelle. Et donc, cette association, les bénévoles et le public avaient envie de faire évoluer le projet parce que, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des dons alimentaires qui étaient proposés pendant la Covid. Donc, les gens, en plus, avec les gestes barrières, ne se rencontraient quasiment jamais. Il y avait très peu de gens qui cherchaient, qui allaient à la suite, qui allaient chercher les colis. Et en fait, non seulement les bénévoles n'avaient pas le temps de discuter avec eux, mais même les gens qui venaient chercher les colis n'avaient pas de contact entre eux et donc, du coup, à la sortie, pendant le Covid, ils se sont interrogés sur leur projet en disant, mais quel est le lien, enfin, quelle est l'utilité de notre projet, mis à part de donner des colis dans l'urgence, et est-ce que c'est vraiment ça que veulent les gens? Est-ce qu'ils veulent pas, est-ce qu'ils voudraient choisir autre chose? Et donc, du coup, quand on est arrivé avec Territoire à vivre, on a, euh, en novembre et décembre 2021, commencé à travailler justement sur ce lien entre les bénévoles, les accompagnateurs et les habitants. Et finalement, ils avaient tous envie d'aller beaucoup plus loin dans la démarche que de venir chercher des colis et que de distribuer des colis alimentaires. Et donc, pour pouvoir créer une dynamique et une mobilisation citoyenne, on leur a donné des outils à mettre en place, notamment des balades alimentaires dans leur quartier, pour justement qu'ils puissent se rendre compte de ce quoi ils avaient accès, qu'est-ce qu'il y avait comme autre initiative dans les quartiers qu'ils ne connaissaient pas, etc. Donc, il y a eu énormément d'ateliers pour mettre en place cette visibilité en termes de quartier. Ensuite, de juin à novembre 2022, ils ont participé à la diffusion de leur projet qui avait quand même évolué. Et finalement, finalement, pardon, de décembre 2022 à aujourd'hui, ils ont maintenant une vision commune de leur projet. Il y a un salarié qui a trouvé des financements pour accompagner le public. Et du coup, ils ont maintenant une vision commune et ils mobilisent sur le terrain pour essayer d'avoir d'autres publics, etc., de continuer la démocratie alimentaire. Donc, sur ce projet Territoire à vivre, il y a eu aussi la mobilisation et la formation des collectivités sur ce qu'était un projet d'accessibilité alimentaire pour de l'alimentation de qualité avec des axes de démocratie alimentaire. Donc, ça sortait de la logique du don alimentaire. Et donc, du coup, on essayait de former les gens à cette nouvelle vision. Du coup, pour pouvoir s'appuyer sur un outil, quand est-ce que je fais de la démocratie alimentaire ou quand est-ce que je suis sur un projet qui correspond aux valeurs de territoire à vivre, en fait, on leur a donné des outils d'auto-évaluation
Par exemple, vous avez devant vous des habitants peuvent choisir leur alimentation, ils ont la capacité financière, ils ont un accès à des produits alimentaires qui respectent leurs préférences et ça va de manière graduelle jusqu'à l'implication des habitants dans le projet qu'ils veulent mettre en place sur leur territoire. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais c'est les initiatives qu'on voulait vous proposer pour deux axes, l'accueil à la ferme et la sensibilisation du public et l'accessibilité alimentaire. Merci beaucoup, Sabine. On a été très heureuse d'avoir Sabine et le réseau CIVAM pour cette première formation, aussi pour présenter des initiatives qui sont localement en région Occitanie et qui sont complètement en lien avec cette dimension de souveraineté alimentaire et cette réflexion qui reste cohérente dans une perspective internationale aussi. Et du coup, l'idée, voilà, je laisse à Perrine peut-être introduire le temps de questions et de débats. Oui, merci à toutes les deux en tout cas pour vos interventions. Là, on a une vingtaine de minutes pour échanger ensemble sur ce qui vient d'être dit et sur la thématique. Peut-être si vous avez des questions sur des choses, vous avez besoin de précision, enfin voilà, n'hésitez pas à lever la main sur Zoom ou à les mettre dans le chat. Ou si vous voulez partager également, peut-être vous avez des outils que vous utilisez et que vous voulez partager au reste qui rentre, au reste du groupe qui sont dans les thématiques qui viennent d'être présentées, c'est aussi le moment. Dans les participants, je crois qu'il y a plusieurs personnes impliquées dans des actions autour d'alimentaire ou du Festisol. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à en profiter pour partager ce que vous allez faire sur vos territoires pendant les festivals. Ça peut être cette occasion-là aussi. En attendant de vous laisser réfléchir, j'ai une question pour Sabine. Est-ce que donc les CIVAM sont disposés à intervenir, enfin pourraient disposer à intervenir dans le cadre d'animation pour un des deux festivals? Est-ce qu'on pourrait contacter, les différents acteurs pourraient contacter les organisations, les CIVAM Ouais, qu'ils ont attends, dans je leur suis en. entourage? Vas-y, excuse-moi. Euh, oui, oui. Enfin, je pense que vous pouvez effectivement joindre. Enfin, il y a plusieurs initiatives. Ça dépend quelles initiatives vous voulez mettre en avant. Mais effectivement, bon, alors sur la caisse commune à Montpellier, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de sollicitations. Mais je pense que oui, c'est possible, oui. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? Oui, on a Et une sollicitation. Je vous en prie. Christophe, Christophe Orliac du CCFD Terre Solidaire. Merci pour ces présentations. Et puis, effectivement, à Nîmes, il va se passer plutôt ce qu'on appelle un interfestival, on devrait dire, entre Festisol, le alimentaire, et puis aussi ce qu'on appelle l'autre COP ici à Nîmes. Et il y a beaucoup de choses qui se font autour de l'alimentation, notamment une conférence qui est prévue, co-animée par l'association ATTAC et la Confédération paysanne sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et puis il y a d'autres choses aussi, le film Partir à l'aventure sur les migrants et puis par rapport en Méditerranée et puis par rapport à la production agricole, à l'activité agricole. Mais enfin bon, on serait ravis de vous accueillir. Je ne sais pas dans quel cadre éventuellement ça pourrait se faire encore, mais voilà, notamment, je pense à la journée de conclusion, le samedi. Alors ça, c'est après, c'est hors festival alimentaire et Festisol, puisque c'est le 9 décembre. Mais bon, avec à ce moment-là quelques événements médiatiques, on va dire intéressant, mais je pourrais peut-être vous transmettre ces éléments en dehors de
cette discussion qui intéresse d'autres personnes aussi. Merci beaucoup. Et on serait ravis, oui, de venir voir un peu ce qui se passe pendant les festivals. Je vois qu'il y a aussi quelqu'un, donc Manon de Nature et Progrès. Bon, si jamais, pareil, enfin, pas obligé de prendre la parole à la Manon, mais s'il y a des choses à partager ou des outils, je sais pas si Nature et Progrès a des outils pédagogiques ou peut intervenir aussi sur ces sujets-là. Mais voilà, n'hésite pas à partager des ressources pour tout le monde. Euh, du coup, pardon, en fait, ma caméra ne fonctionne pas, ce n'est pas intentionnel. Donc, bonjour et merci pour cette formation. C'était très intéressant. Alors, pour le coup, là, c'est plus ma collègue, Aurèle Roussari, qui s'occupe justement, qui est la personne qui fait les interventions dans le cadre d'alimentaire et qui est avec la FIBALA, donc du coup, et qui programme du coup plusieurs projections avec un temps de débat dans différents lieux, parce qu'on a mis en place des partenariats avec Cinémaude, donc des cinémas qui sont sur Limoux et Quillan, donc dans la Haute-Vallée de l'Aude, et aussi avec le Colisée à Carcassonne. Donc, voilà. Et sinon, c'est aussi possible, on fait parfois des projections à la Maison Paysanne. Je sais qu'aussi, elle travaille avec les lycées, un lycée qui est à Limoux notamment et un à Carcassonne, avec une projection et dans un travail conjoint avec les professeurs pour animer le débat et voilà, pour venir un peu interroger et questionner. Donc après, en termes d'outils d'animation, là, comme ça, j'avoue, je suis un peu prise de court, mais si je pense à quelque chose, je relèverai la main avec plaisir. Super, merci beaucoup. Je Merci. vois qu'il y a Marc qui lève la main, prendre la parole. Oui, bonjour et merci beaucoup à Sol et à la Fédération des CIDOM pour cette visioconférence. J'avais une Si question. vous avez la possibilité, Marc, de parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît, on vous entend pas très bien. D'accord. Donc, j'avais une question un peu plus générale autour de la souveraineté alimentaire. Bon, telle que vous l'avez présentée, effectivement, elle est organisée autour de la sécurité alimentaire et de ses 4 piliers, et puis du droit des populations à définir leur propre politique alimentaire et agricole. Est-ce que vous ne croyez pas également que la question des techniques agricoles qui favorisent l'autonomie des paysans, et je pense évidemment à l'agroécologie paysanne de proximité, avec une limitation très forte des intrants, des produits phytosanitaires, des engrais, est également une dimension importante à prendre en compte dans la définition de la souveraineté alimentaire. Ouais. Merci du coup pour la remarque. Et donc sur ce sujet-là, c'est totalement dans notre sujet. Chez Sol, justement, on est une organisation qui promeut et soutient le développement de l'agroécologie paysanne. Je sais pas, il y a un écho, je sais pas où il est dû. Alors, Marc, il faut vous couper peut-être votre micro, il y a un écho pendant que... Voilà, super, merci. Désolée. Et en effet, enfin, nous, on pense que la réalisation de la souveraineté alimentaire doit passer par le soutien et le développement de l'agroécologie paysanne dans sa définition, là aussi, systémique des questions des pratiques agricoles au niveau des fermes, mais pas seulement. Pour nous, l'agroécologie paysanne, c'est à la fois la question des pratiques, mais aussi la question des modèles socio-économiques rattachés à nos modèles agricoles et alimentaires. Et là-dessus, voilà, je pense euh, enfin, en tout cas au niveau de Sol, voilà, on confirme que le- notre compréhension de la réalisation de la souveraineté alimentaire doit passer par le développement de l'agroécologie paysanne. Merci. Oui, Manon. Oui, alors
C'est une forme d'outil, mais c'était pour vous partager un outil qu'on a développé à Nature et Progrès Aude dans le cadre du projet alimentaire territorial départemental. Il s'agit d'un dispositif qu'on a nommé SOS Courgette et compagnie, qui est en fait dans un volet complètement autour de l'accessibilité alimentaire et qui consiste en fait à réunir, à permettre à des producteurs, productrices d'appeler à un standard téléphonique. Donc, c'est une ligne, ils ont une petite carte où ils ont le numéro de téléphone et ils tombent sur soit une équipe de bénévoles, soit moi qui suis coordinatrice de ce projet-là. Et ils peuvent dire, voilà, j'ai tant de surplus agricole sur ma ferme ponctuellement. Donc, par exemple, je sais pas, une vingtaine ou une cinquantaine de kilos de courgettes. Et donc, cette équipe de bénévoles va chercher à contacter des structures de l'aide alimentaire ou des structures sociales pour permettre un acheminement en circuit court de ces denrées et donner une accessibilité à des personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire, à des produits bio ou nature et progrès. Donc, de qualité. C'est évidemment, on n'est pas sur enfin, on peut être sur du don ou sur de la rémunération pour les producteurs, productrices. L'idée, c'est ils reviennent aussi dans leurs coûts et que ce soit un juste prix pour eux. Après, voilà, ça peut être aussi des produits de transformation. Il y a tout un protocole avec des questions qu'on leur pose pour savoir si c'est quand même des produits abîmés ou non, qui méritent transformation ou pas, ou est-ce que c'est des produits de qualité, etc. Et ensuite, on les propose donc à différentes structures de l'aide alimentaire en fonction de où est placé le producteur sur le territoire. Et c'est une autre équipe de bénévoles qui est en charge de l'acheminement. Et en fait, ce dispositif s'adapte à chaque fois aux réalités du producteur ou de la productrice. Ça peut être parfois juste pas le temps même de le ramasser dans le champ parce qu'il y a un trop plein d'un coup. Donc du coup, c'est aussi trouver une équipe de bénévoles qui va aller sur place, donner un coup de main pour ramasser dans le champ et récupérer les denrées. Donc voilà, l'idée soit vraiment un dispositif d'entraide à la fois pour euh, les producteurs et productrices et pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Voilà, comme petit outil que je peux vous partager. Ah, c'est super, merci. Là, je me demande, typiquement pour être dans les bénévoles qui interviennent dans les champs des agriculteurs ou agricultrices, est-ce qu'il faut passer via des structures ou par exemple, ça pourrait être dans le cadre des festivals un peu faire la promotion de ces dispositifs pour qu'il y ait plus de bénévoles aussi à aller sur le terrain quand il y a besoin? Ah bah, je suis tout à fait preneuse de plus de bénévoles, clairement. C'est vrai que, enfin, pour être tout à fait transparente, enfin, mobiliser des bénévoles, c'est pas toujours évident à l'heure actuelle. Enfin, je pense que c'est une difficulté que rencontrent beaucoup d'associations aujourd'hui et des bénévoles qui s'engagent sur un peu du long terme. Après, bon, voilà, chacun fait comme il peut et on est vraiment dans cette démarche sur. Il n'y a pas de petit ou grand coup de main et en fait, il y aura forcément une mission adaptée aux bénévoles. Donc, ça peut être juste une personne qui fait un trajet régulier, par exemple Toulouse-Carcassonne, et qui est d'accord pour transporter des denrées ou faire un mini détour pour aller juste prendre une cagette, pas forcément ramasser. Et en fait, à chaque fois, l'idée, c'est d'adapter au profil bénévole et au profil producteur-productrice, voire même de leur proposer un accompagnement, puisque c'est quand même des compétences qui sont assez importantes, les compétences qu'on demande aux bénévoles, qui sont clairement celles de la coordination. Et donc, du coup, l'idée serait en fait même de pousser vraiment ce projet-là pour leur proposer même un accompagnement pour pouvoir après valider ses compétences, savoir qu'il y a un vrai parcours du bénévole voilà, et les inciter donc à s'investir petit à petit et à créer aussi évidemment de la convivialité. Et en fait, donc je suis très preneuse pour faire de la comment dire, pour visibiliser ce projet lors de notre événement comme le festival alimentaire. Après, donc pour le moment, les producteurs se retrouvent surtout dans la haute vallée de l'Aude et autour de Carcassonne. On n'a pas encore développé les réseaux autour de Narbonne, etc. Donc après, ce sera des bénévoles qui pourraient peut-être faire pas mal de routes, mais il y a aussi la possibilité de tenir juste le standard téléphonique. Donc ça peut se faire de n'importe où, même n'importe où en France, a priori. Mais bon, après, c'est bien de connaître un petit peu le territoire aussi et puis de pouvoir se rendre un peu au temps de convivialité qui sont aussi sympas. Et l'idée, c'est vraiment de proposer à chaque fois à ces personnes des formations bénévoles qui sont à la fois des temps d'accueil, des temps d'intégration au groupe avec des animations, évidemment, voilà, des temps de brise-glace, d'accueil convivialité, pour faire groupe, et aussi un temps de formation sur qu'est-ce que c'est que le projet et une mise en situation, comme on pourrait faire une mise en situation professionnelle avec des scénettes, ce genre de choses. Voilà.
Super, bah, n'hésite pas à nous envoyer un lien peut-être où il y a plus d'informations, comme ça on pourra le partager à la suite dans le petit, enfin le support pour que tout le monde puisse y avoir accès et parler de ce sujet lors des festivals. Ok, super. Donc, ouais, sur ton mail qui était aussi dans l'invitation. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Alors il y a quelqu'un qui lève la main, donc allez-y. Oui, bonjour, c'est Madame Ducos. Je suis enseignante dans un lycée agricole sous contrat d'État privé. Et justement, quand j'ai entendu parler de SOS Courgette et compagnie, du besoin de bénévoles, est-ce qu'un groupe classe peut être considéré comme bénévole sur une action pédagogique et participer à ce genre de mission ponctuellement? Est-ce que ça serait faisable? Alors, excusez-moi, je ne sais pas si la question m'était adressée, j'ai eu un bug. Oui, Je pardon, suis oui, c'était à vous, mais j'aurais pu vous citer, c'est pour Manon Laurin. Maman Le... Laurine, il n'y a pas de, Laurine. il y a pas de problème. Je suis navrée, en fait, il y a eu un bug et je n'ai pas entendu la totalité de la question. Si ça ne vous arrange pas de reformuler. Pas du tout. Voilà. Dans le cadre d'un projet pédagogique, est-ce qu'un groupe de jeunes qui interviendrait ponctuellement sur une après-midi pourrait faire partie des bénévoles que vous recherchez? Alors, complètement. Après, il faudra voir en termes de sécurité Oui. comment le prendre en charge. Mais après, non, la seule petite difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est que en fait, c'est de l'aide ponctuelle. Donc, en fait, c'est quand un producteur, une productrice a un surplus qu'il appelle. Et donc, à anticiper, c'est un peu plus complexe. Parce que, Mhm. en fait, parfois, c'est pour récupérer le lendemain. Après, parfois, c'est, par exemple, quand c'est des denrées comme des courges qui peuvent plus facilement tenir dans le temps ou des pommes de terre, les producteurs appellent, nous disent, bon, là, on a 3 semaines où on peut se retourner. Après, je ne sais pas, vous, avec les programmes et l'organisation, est-ce qu'une sortie peut s'organiser assez rapidement? Parce qu'en fait, voilà, il faut être dans la réactivité. Nous, on est un peu sur de l'aide d'urgence. On est un peu sur Mhm. ces problématiques-là. Enfin, et c'est le principe même du dispositif. Donc, j'aurais envie de dire oui, carrément, ce serait super. D'ailleurs, on a intégré un réseau, enfin, on est en train de travailler à intégrer le réseau Santé Précarité où il y a Médecins du Monde aussi qui est à Quillan, et où on a pu rencontrer différents acteurs aussi de l'aide sociale, et notamment des personnes travaillant avec des mineurs isolés, et donc pour proposer des stages courts pour voir, expérimenter, voir est-ce que ça pourrait, enfin peut-être, je sais pas, pour montrer ce que c'est que le métier d'agriculteur, agricultrice, quoi. Voilà. D'accord. Je sais pas si Merci. j'ai bien répondu à votre Si, question, bien mais sûr, c'est à moi de voir la réactivité dont on est possible, parce que on a des blocs d'heures de 3 à 4 heures en pluri toutes les semaines à voir, voilà, prendre contact et voir comment on peut fonctionner. Merci. avec plaisir. Après, excusez-moi, je me permets juste, parce que j'ai une idée, enfin, je me dis juste peut-être si, je ne sais pas si vous, dans quel département, j'ai oublié, excusez-moi, vous vous situez. Je ne l'ai pas Euh, dit. C'est sur La Beige, en périphérie de Toulouse. Ah oui, tout à fait, d'accord. Effectivement, c'est pas non plus très loin. Euh, du coup, je me disais, en fait, ce serait peut-être bien peut-être d'échanger le contact, comme ça on sait qu'on vous a et pour vous mettre éventuellement dans la boucle, et en fait de tenter le coup, quoi, de vous appeler et vous dire, voilà, il y a telle situation qui se présente, est-ce que ce serait possible, envisageable, donner tous Oui, les ben, éléments? je vais mettre mon adresse mail dans la discussion. Ok, super, merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres Euh, voilà, s'il n'y a pas d'autre chose à ajouter, on peut présenter les outils pédagogiques de Sol. Donc, ça, ces outils, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Ils sont libres d'accès et ça peut être des exemples aussi de choses que vous pouvez utiliser dans vos animations. Si vous avez envie de repartager des choses, n'hésitez pas du coup à utiliser la discussion et on pourra y revenir à la fin. Alors, je vais repartager mon écran. Hop.
Donc, euh, donc chez Sol, donc voilà, il y a plusieurs outils qui vont être soit en physique ou soit en numérique. Donc on a réalisé une bande dessinée qui fait on suit en fait il y a trois constitué de trois récits. Donc on va suivre trois familles en France, au Sénégal et en Inde. Donc c'est inspiré des témoignages des partenaires qui font partie des différents projets de l'association. Et cette bande dessinée s'appelle Toutes paysannes, tous paysans. Et on va aborder les différentes thématiques telles que l'installation agricole en France, l'enjeu de restauration des sols au Sénégal ou encore la conservation de semences paysannes en Inde. Donc là, vous pouvez commander la BD sur le site internet. Elle est gratuite, il faut juste la payer les frais d'envoi. Et sinon, on la met aussi à disposition pour l'exposer. Donc chaque planche est imprimée et adaptée pour une exposition. Il y a aussi, on a développé des jeux et des animations autour de cette BD. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet. Ensuite, on a des affiches. Donc, on a développé trois affiches sur l'agroécologie, l'autonomie paysanne et les semences paysannes. Voilà, que vous pouvez afficher ou utiliser dans des animations. Et du coup, pour ces deux outils, ils sont en téléchargement libre sur notre site internet et on a également encore pas mal d'exemplaires papier, donc on peut les envoyer moyennant juste le paiement des frais de port si certains d'entre vous souhaitent les recevoir. Et on a également un quiz donc, qui est là en ligne qui s'appelle le quiz Printemps de la graine pour faire découvrir un petit peu les enjeux qui tournent autour des semences paysannes et puis le concept de semences paysannes, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un quiz qui est plutôt adapté pour un public à partir du collège, on va dire. Enfin, fin de collège, voire lycée, et puis adulte aussi. Et on a un jeu donc, qui a été développé par une de nos partenaires en région centre et qu'on a remis à jour, réédité en 2019 et qu'on a aussi adapté avec nos partenaires indiens et sénégalais au contexte pédoclimatique et aux langues locales. Donc on a trois versions France, Inde et Sénégal. Mais du coup, bah, la version française, c'est un jeu qui est une sorte en fait de memory qui permet de découvrir un petit peu les bases du potager agroécologique et qui peut en fait s'adapter soit à un public d'enfants, soit de jeunes adultes, avec des modalités d'animation qui peuvent vraiment s'adapter en fonction des publics. Et après, on a des outils là simplement numériques, soit donc un parcours numérique autour de la souveraineté alimentaire et de ses dimensions propres notamment à l'Afrique de l'Ouest, avec bah, là aussi tout un tas d'outils et de supports sur la thématique. C'est un parcours numérique en ligne sur le site de Une seule planète, qui est une plateforme développée par le CRID. On a fait également une série de 3 vidéos avec un YouTuber qui a essayé de vulgariser un petit peu les problématiques autour de la PAC. Ça, c'était au moment de la négociation de l'actuelle PAC qui est en cours de mise en œuvre, la politique agricole commune et un documentaire sur un de nos programmes au Sénégal qui est en lien aussi avec la thématique de la souveraineté alimentaire sur le développement d'une filière autour de la transformation du mil et du maïs, notamment pour la panification de ces céréales par les boulangers sénégalais qui utilisent aujourd'hui du blé qui ne pousse pas au Sénégal et qui est majoritairement importé d'Europe, d'Amérique et de Russie. Donc on a tout un programme au Sénégal sur cette thématique-là et à partir duquel on a fait ce documentaire pour sensibiliser et soulever des réflexions autour de cette thématique. Voilà, donc tous ces outils-là, ils sont disponibles sur le site de Sol dans la rubrique outils pédagogiques. N'hésitez pas voilà, à les consulter, à les utiliser librement si vous le souhaitez. On est en train aussi de développer des guides d'animation associés à chacun des outils
Donc dans les semaines, mois à venir, on espère aussi pouvoir partager des supports pour faciliter l'animation autour de ces outils aussi. Hop, et voilà la fameuse slide dont je vous parlais tout à l'heure, où on a essayé de condenser toutes les ressources auxquelles on a pensé qui abordent soit la thématique de la souveraineté alimentaire, donc il y a le site Une seule planète où on a le parcours numérique. Il y a aussi le Festival des Solidarités qui a fait un article au moment où ils ont sorti le focus sur la souveraineté alimentaire et qui regroupe plein d'outils pédagogiques sur la thématique. Donc il y a Ritimo aussi qui a un dossier sur la souveraineté alimentaire et qui fait régulièrement des formations qui sont accessibles à tout le monde, soit pour créer des outils pédagogiques ou soit pour animer des animations d'EXI, d'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale. J'ai remis également le guide dont nous parlait Sabine tout à l'heure. Et ensuite, donc là, Orange, c'est toutes les boîtes à outils qui sont mises à disposition par plusieurs associations et qui sont régulièrement mises à jour. Du coup, on vous a mis toutes celles auxquelles on pensait. Et après, à l'intérieur, n'hésitez pas, il y a plein de jeux ou d'animations qui peuvent être adaptés après une projection pour un événement Festisol. Par exemple, bon, là, on a cité, on pensait à la fresque de l'alimentation ou à la fresque AgriAlim. Je crois que la fresque de l'alimentation, enfin, vous pouvez me dire si jamais il y en a qui n'ont déjà participé ou animé. La fresque de l'alimentation, on parle vraiment de la partie consommation et la fresque AgriAlim aborde aussi la partie production et fait le lien entre les deux. Et après, sinon, il y a plein d'autres outils comme le jeu du, le jeu du pain en avant, des techniques de débat mouvant, le jeu des chaises. Enfin, voilà, c'est plein de jeux qui sont déclinés selon plusieurs thématiques, soit le commerce international, le commerce équitable, le changement climatique et l'impact de l'agriculture. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas à aller voir les sites internet des organisations paysannes qui peuvent aussi apporter des ressources supplémentaires. Souvent, elles sont redivisées en organisations locales. Donc, n'hésitez pas à mettre le nom de votre territoire ou de votre département après le nom de l'organisation paysanne. Et souvent, elles ont aussi des outils qui leur sont propres à chacune. Voilà, on pourra rajouter donc l'outil de nature et progrès, Euh, mais n'hésitez pas, on vous repartagera la slide et il y a des liens à chaque fois qui mènent aux différentes boîtes à outils. Merci Perrine. On a une demande une main levée, je crois, de Manon. Oui, merci. Je voulais savoir, en fait, pour la fresque AgriAlim et les fresques de l'alimentation, est-ce que ça nécessite une formation pour pouvoir se saisir de ces outils-là? Je sais que pour la fresque je sais plus, marine, il me semble, il en fallait une pour pouvoir après s'en saisir. Donc, voilà. Je crois, il me semble, enfin, c'est comme la fresque du climat. On peut y participer en tant que participant et ensuite il y a des formations pour devenir formateur et animateur. Donc, je pense que ça doit fonctionner un peu de la même manière pour la fausse alimentation. Il faut d'abord l'avoir fait une fois voilà, en tant participante et ensuite on peut devenir formateur ou formatrice. Après, je l'ai jamais faite, donc je... j'imagine que ça se passe comme les autres fresques. Mais si quelqu'un l'a déjà faite, et c'est exactement, n'hésitez pas à répondre aussi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la fin et vous remercier d'avoir été présente parmi nous pour ce temps de formation. Et remercier aussi Sabine qui a pu témoigner des les différents projets qui sont menés par le CIVAM en Occitanie. On va vous faire passer un petit questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse
aussi se rendre compte, enfin voilà, dans un processus d'amélioration continue, voir si c'était adapté à ce dont vous attendiez. Et puis si vous avez des suggestions aussi de d'autres thématiques de formation, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire de ce questionnaire. Et puis on se recroisera aussi sans doute lors des périodes de festival. On a une main levée de la part de Didou. Oui, merci hein, pour c'était très intéressant. Est-ce que vous allez nous faire passer toute cette présentation? Oui, 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 bien sûr. On va Oui, vous envoyer un mail à toutes les personnes qui étaient inscrites avec le support. Et ensuite, on a enregistré. Après, on va voir si on arrive à vous envoyer aussi l'enregistrement, si c'est pas trop lourd. Mais en tout cas, le support avec tous les liens vous sera parvenu d'ici demain. bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne fin de journée à tout le monde alors. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Euh,